On accueille Hélène maintenant, 39 21. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Hélène? Alors moi je suis au centre de la France, voilà. Bon, ça concerne, je vais vous parler de plusieurs départements, mais en fait j'avais écrit à la Libre Antenne pour suite à des appels que vous aviez eus justement concernant, comme j'ai dit à Florian, Sébastien, c'était avant les fêtes de Noël, qui était désemparé, Oui. avec sa petite fille, qu'il avait fini par faire un véritable rapt d'enfants dans la soirée pour s'échapper avec cette petite fille qui ne pouvait plus voir et pour l'emmener en Bourgogne. Et ça m'avait beaucoup interpellée parce qu'il était dans une grande souffrance et cette petite fille, c'est vrai qu'il était vraiment seul. Il avait tout le monde contre lui, la maman, la belle famille, enfin les parents, Oui. qu'il avait même promis de lui faire la peau, etc., etc. Et ça m'avait beaucoup touchée. Du coup, j'avais écrit, si Sébastien ne sait pas où aller passer les fêtes, je l'invite chez moi. Ah Bon, oui, enfin bref, d'accord. Et c'était ça a été. chez Sabine que vous l'aviez entendu parler? C'était Sabine un soir, D'accord, oui, ouais, ouais, voilà. parce que ça ne me dit rien. Et après, je vous ai alors ça, c'était déjà à la fin de l'année dernière. Bon, Oui. il s'est passé plein de choses pendant toute une année et puis, plus récemment, j'avais été interpellée par une maman qui avait perdu je crois que c'était son fils en psychiatrie. Elle était désemparée parce qu'elle savait plus comment surmonter ce désarroi. Et je me suis sentie beaucoup à sa place en fait parce il m'est arrivé la même chose moi et j'ai essayé de faire face à toutes ces difficultés. Et voilà, justement j'avais dit bon, si elle veut m'appeler, je lui donnerai quelques conseils pour essayer de, parce que c'est vrai et alors du coup avec Florian, j'ai extrapolé ailleurs en fait, sur toute une vie que nous avons eue en fait, une vie bien compliquée avec 3 enfants finalement que nous avons perdus. Ah, D'accord. Alors, alors, dites-moi, ouais. dans quelles circonstances vous avez perdu ces 3 enfants? Alors, ma première fille, ma première fille, je l'ai perdue en 2000. On n'a pas pu passer, bon, en 2000. C'est une enfant avec qui on avait eu un accident de voiture quand elle était tout bébé. Et là, au moment de l'accident, on s'est pas rendu compte. Bon, c'est vrai il y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, les scanners, et tout ça. Bon, en 73, Oui. on n'avait pas les moyens pour investiguer en fait ce qui pouvait se passer. Et on ne s'est pas rendu compte. On a découvert 2 ans après qu'elle avait un hématome sous-dural. Mais cet hématome avait beaucoup gêné et cet enfant ne se développait pas bien. Et elle, surtout, enfin, elle était très jolie, très mignonne, mais elle a jamais réussi à trouver d'équilibre pour pouvoir marcher. Quand les enfants doivent marcher, pourtant elle était suivie par les pédiatres, Oui. carnet de santé bien rempli, mais les pédiatres disent oh ça peut être un enfant après tout un peu paresseux, tous les enfants ne marchent pas à 10 mois ni à 12 mois, certains marchent à 15, 16 mois, puis on croyait que les choses allaient passer comme ça. On avait beau dire qu'on avait eu un accident, elle était passée à travers le pare-brise et personne n'a investigué de ce côté-là. Sauf que quand à 2 ans, elle voulait pas marcher, mais bon, les gens, enfin, elle marchait si on la soutenait, elle faisait des pas, mais très difficilement. Enfin, on découvre finalement très tard que elle avait un hématome sous-dural qui avait comprimé le cerveau. Ça a fini par une opération et malheureusement après l'opération, rien n'a réussi parce que c'était trop tard. L'hématome n'a pas pu être ponctionné parce qu'il s'était durci et malheureusement, cette petite fille n'a pas marché. Donc, je l'ai gardée 7 ans et demi. En plus, avec mon mari, on avait une profession paramédicale. Alors, en plus, et personne s'était douté de quoi que ce soit. Et quand, après, jusqu'à 7 ans et demi, puis après, je me suis dit, elle va peut-être s'ennuyer toute seule. Alors, on nous a proposé de la mettre dans un établissement où là, très rapidement, elle a été transformée en légume. Plus de chaussures orthopédiques. Non, non, elle peut pas marcher, donc plus de chaussures orthopédiques. Alors moi,
j'ai continué à aller la voir. Bon, on la faisait marcher. Puis là-dessus, vous savez, quand il y a un enfant handicapé, ben, les couples où ils tiennent, où ils se soudent, où ils se séparent, ben, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas la même vision des choses et on a divorcé. Donc, cet enfant est resté beaucoup en milieu dans des établissements où elle a vécu jusqu'à 27 ans dans des pires atrocités médicales parce qu'elle a tout subi. Elle a été opérée, elle a eu même jusqu'à la fin une sonde gastro-entérale. Enfin, on m'avait dit que ça l'aiderait à vivre, que parce qu'ils avaient toujours peur qu'elle s'étouffe, qu'elle ne avale pas bien. Alors que moi, je la faisais manger, hein, même quand j'allais la voir. Il y avait des éducatrices, évidemment, il y a toujours du personnel un peu plus dévoué que d'autres. Mais bon, elle a vécu jusqu'à 27 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que 8 ans après, pendant qu'elle était dans ces établissements, on a essayé d'avoir un autre enfant. Et malheureusement, on l'a perdu aussi, décédée à la naissance. Alors, ce qui s'est passé, moi, j'étais très fatiguée avec le premier enfant. Je faisais des infections urinaires à répétition. J'ai eu tellement d'antibiogrammes, tellement de médicaments pendant près de 6 mois. Je me suis retrouvée enceinte et quand on en a parlé au médecin, ben, le médecin, il a dit, ah ben oui, mais alors à ce moment-là, il ne faut pas prendre ces médicaments-là, sauf que je les avais pris. Et quand le bébé, ben, il n'a pas pu se développer normalement, c'est cette petite fille encore, elle est née donc prématurément d'1 mois et malheureusement, elle n'a pas pu vivre parce qu'il y avait une malformation. Vraisemblablement, à la formation de l'embryon, ces médicaments ont eu une interférence et il s'est passé que la trachée artère, disons, était fusionnée avec l'œsophage. Donc, ça n'était pas opérable et il a mieux valu qu'on la perde à la naissance. D'accord. Bon, là-dessus, on a Vous, deuxième dans échec. tout ça, au bout de ces 2 expériences de Ben, maternité, dans quel état vous vous trouviez? moi, j'ai remonté la pente, on a remonté la pente, on continue à travailler puisque c'est une profession une profession libérale, donc ça. Mais après, on n'a pas voulu rester sur cet échec. On a encore voulu avoir un enfant pendant que la première était toujours dans des établissements médicalisés. Et cette troisième enfant, alors c'était l'enfant que tout le monde aurait voulu avoir. Une petite fille merveilleuse qui a grandi sans problème, jamais malade, jusqu'à ce qu'elle passe le français du bac. Et au moment du français du bac, alors là, ça a été multifactoriel. Elle a commencé à avoir des insomnies, des angoisses, des peurs. Elle ne dormait plus. Donc, vous savez que le système scolaire, si vous avez 3 absences, vous êtes convoqué par le proviseur qui, lui a passé un bon galon. Il lui a dit maintenant, c'est plus le moment de flancher parce que c'était une élève qui était brillante en plus, qui avait très peu de copines, mais alors c'était les meilleures de la classe. Elle avait des très bonnes amies qui étaient en tête de classe aussi. Et ses amis ne comprenaient pas non plus ce qui lui arrivait. Mais en fait, elle était très angoissée par la présence de sa sœur qui était en milieu médicalisé, en fait, et dont elle n'osait pas parler à ses copines parce que, en fait, cet enfant-là, la première, les gens ne savaient pas trop où elle était, cet enfant-là. Donc, ma troisième fille, elle n'osait pas trop parler, elle n'osait même pas en parler de cette grande sœur qu'elle aimait beaucoup, pourtant qu'elle connaissait bien, qu'elle allait voir aussi, elle nous accompagnait pour aller la voir. Et je pense que après, nous avons divorcé, parce que là, c'était trop. Moi, j'étais vraiment au bout de toutes ces difficultés. On s'est séparés. Donc, elle n'a pas accepté le divorce de ses parents. Elle était très malheureuse de la présence de cette sœur dont elle ne pouvait pas parler, même pas ses meilleures copines. Les parents de ses enfants m'ont dit au décès, puisque après nous avons encore perdu cette troisième fille en Ah milieu. bon? Donc, Cette troisième oui, fille? Oh là là. troisième fille. Eh bien, quand ma première fille qui était en milieu est décédée en l'an 2000, c'est-à-dire que la troisième avait des problèmes psychiatriques depuis 1 an.
de la présence de cette grande sœur. Elle a perdu donc sa sœur en l'an 2000, ce qui n'a pas arrangé les choses. Eh bien, les parents des amis de ma troisième fille ont découvert qu'on avait une précédente fille dans des milieux comme ça, quand ils ont appris le décès, puisqu'on l'a publié. Oui. Et ils ont dit, mais on comprend pourquoi maintenant Cathy est si malheureuse. Pourquoi c'est vrai que comment elle a pu garder en elle cette souffrance de cette grande sœur. Mais les parents, ils étaient vraiment estomaqués aussi. Ils ont dit, mais comment elle a pu supporter tout ça, perdre ses deux. Et alors, surtout que ma troisième fille, elle a découvert l'existence de la deuxième qu'on a perdue prématurément dans le livret de famille. C'était un secret de famille. Vous ne lui aviez jamais dit? Ben moi, je voulais lui dire, mais son papa ne voulait pas lui dire. C'est vrai, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Alors là, je veux dire à tout le monde, il y a des gens qui écoutent qu'il faut jamais garder un secret de famille. Jamais cacher aux enfants la vérité. Oui, mais vous savez, quand elle est née, mon mari ne voulait même pas dire à cette fille qui venait de naître qu'on avait une enfant placée. Alors, mais j'ai dit, mais non, mais elle le saura un jour ou l'autre par quelqu'un, on va pas cacher quand même cet enfant. Moi, j'en souffrais énormément, tout ça. Moi, je pouvais plus supporter ces cachotteries, ces choses comme ça, ces secrets. Mais elle en souffrait encore plus, elle, quand elle a découvert ce secret. Alors, elle, évidemment, c'est moi qui avais le livret de famille, elle est tombée dessus, elle a trouvé la page, puisque notre deuxième enfant mort prématurément de cette malformation. Imaginez pour cette jeune fille une première grande sœur qu'elle n'a jamais connue, dont on lui cache l'existence, une deuxième grande sœur qui est malade, et vous comprenez, elle a dû s'angoisser complètement, cette petite. Ben oui, j'ai bien compris. Moi, j'ai dit, mais comment elle va supporter tout ça? Et alors, c'était le français du bac, et comme elle était une bonne élève, elle se sentait devoir rattraper toutes ces catastrophes, en fait, parce qu'elle n'avait pas droit à l'erreur pour ses parents. C'était une enfant, mais vous l'auriez connue, c'était une enfant très altruiste, très intelligente. Les gens même me disaient, même ses professeurs l'aimaient beaucoup, la trouvaient même plus mature que beaucoup d'autres. Et plus tard, quand elle a été dans la maladie, dans les angoisses et qu'elle est tombée dans la psychiatrie, elle me disait, tu sais maman, je vais te dire quelque chose. Maintenant, je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, elle me dit, tu sais, j'avais mes copines, mes bonnes copines, mais finalement, elle me dit, je me sentais toujours plus âgée qu'elle. J'ai eu l'impression d'être toujours beaucoup plus âgée qu'elle. Donc, elle était de toute façon, elle devait être plus mûre par rapport à. Vous savez, quand une enfant, elle est confrontée à des choses sérieuses comme ça, assez terribles, ça la fait mûrir plus rapidement. Oui. Donc là, il y a donc le divorce des parents, la présence de sa sœur qu'elle a perdue donc la première année où elle a eu ses angoisses, etc. La découverte de ce secret de famille dans le livret de famille. Il y a toutes ces choses, et puis la peur de ne pas avoir le baccalauréat, puisque elle qui était bonne élève, elle se voyait vraiment diminuer et tout ça. En fait, en plus, je ne sais pas si ça peut être eu aussi une incidence. Elle a eu une vaccination au mois de janvier, juste avant de passer le bac, puisqu'elle le passait le français du bac au mois de juin. Eh bien, dès 3 mois, même pas 2 mois après, c'est là qu'elle m'a dit, maman, je comprends pas. Maintenant à l'école, j'arrive pas à me concentrer. Ça va pas du tout. Je crois même que j'irai pas passer le français du bac. J'ai dit, si, il faut que tu ailles le passer quand même. Elle m'a dit, non, mais je me sens plus capable d'aller le passer. Je peux pas, je comprends pas. Et elle est quand même allée le passer. C'est mon beau-frère qui l'a conduite, qui l'a amenée, puisqu'il fallait aller dans la ville d'à côté. Évidemment, elle a eu 2 mauvaises notes. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, tu sais, tu recommenceras, c'est pas grave. De toute façon, tu passes en classe en terminale, de toute façon. Alors, elle est passée en terminale, mais elle n'a pas pu aller plus de 15 jours. Ça a duré 15 jours, les cours. Elle a repris les cours de terminale. Et puis là, la nuit, alors la lumière qui ne s'éteignait pas dans sa chambre, je disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se relevait, elle se rachetait. Et puis une nuit, je l'ai surprise
On habitait en ville, on était à ce moment-là dans une résidence au 4e étage. Donc, moi, on avait divorcé. Elle vivait avec moi. Et puis, je la surprends en pleine nuit à 3 heures du matin. Je lui dis, mais où tu vas, Cathy? Elle sortait. Elle avait relacé les chaussures, disons, avec beaucoup de lacets et tout ça. Elle descendait l'escalier. Elle a repris l'escalier. Elle m'a dit, je pars parce que je vais rejoindre Jérôme. Jérôme, c'était un élève du lycée, sans doute, qui lui plaisait, je sais pas. Mais en fait, ce Jérôme en question, il avait une petite amie, lui. Hein. Bon, eh ben, elle est descendue, je l'ai laissée descendre. Je savais pas ce qui se passait. Elle se créait des choses dans sa tête ou... Oui, elle a commencé à avoir des hallucinations, oui, en fait. la pauvre. Mais elle ne dormait plus. Et toutes les nuits, c'était comme ça. Alors le matin, ben, elle n'a pas pu se lever. Donc elle a été convoquée par le proviseur. On a été reçus. Il nous a convoqués tous les deux, le papa et la maman. Elle lui a dit, eh ben, puisque c'est comme ça, on va vous mettre à l'internat. Non, non, je ne veux pas être à l'internat. Donc, puisque c'est comme ça, alors il l'envoie à l'infirmière du lycée. L'infirmière du lycée l'envoie à la psychiatre, le médecin scolaire d'abord. Qui, le médecin scolaire, l'envoie au CMP, donc le psychiatre. En plus, elles étaient amies, toutes les deux, puisque les deux médecins là, se tutoyaient beaucoup, je le voyais bien. Et finalement, l'engrenage a été pris de la psychiatrie. Et bien après, on n'a pas pu. Ça a été 4 ans et demi d'enfer, parce que j'ai écrit tout ça. Finalement, j'ai perdu cette 3e fille en 2004. La première perdue en 2000. Bon, la première, on l'avait perdue précocement, donc prématurément plus tôt, donc 8 ans avant. Et celle-ci en juin 2004. Mais je peux vous dire qu'en 4 ans et demi, je n'ai pas vu autant de souffrance dans tous ces établissements. C'est l'horreur. Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Qu'entendez-vous par là, en fait C'est-à-dire qu'on part dans des traitements qui n'en finissent pas, qui sont sans arrêt renouvelés, réajustés, les hallucinations qui se décuplent, la violence qui arrive au bout d'un certain temps. Les médecins qui vous disent oh bon, on ne sait pas trop ce que c'est on ne sait même pas comment va évoluer la maladie. Dans tous les cas, il faut l'hospitaliser. Donc, elle a fait je ne sais combien d'établissements psychiatriques. Et malgré les hallucinations, elle arrivait à fuguer, à sortir, à tromper tout le monde. Elle a fait tellement de fugues dans un établissement pas loin de notre domicile, puisqu'après, je suis partie habiter à la campagne, parce que comme j'étais au 4e étage, elle me disait, maman, au 4e étage, elle me dit, j'ai l'impression que je vais partir dans le vide. J'ai cru que ma fille allait se suicider. Moi, je suis partie vivre à la campagne. Donc, elle est venue avec moi. Alors, dans la campagne, elle était un peu plus apaisée, mais elle fuguait de tous les côtés. Dans le nouvel hôpital où elle a fugué je ne sais combien de fois. Le médecin qui dirigeait le service la première fois, il était horrifié parce qu'ils sont quand même responsables. Elle s'était échappée. Une fois, elle est passée par la buanderie, ils n'ont rien vu. Une autre fois, elle leur a dit qu'elle allait chercher un pot à eau. Ils l'ont jamais revue. Elle n'est pas revenue à table. Une autre fois, elle a sauté du 1er étage de la salle à manger tellement elle voulait se sauver. Et malgré les hallucinations, immédiatement sortie de l'hôpital, elle était dans une voiture et elle partait. 2 ou 3 fois, elle est revenue à la maison. Elle est allée une autre fois chez une cousine. Après, elle essayait d'aller rejoindre son père qui habitait dans le Cantal. Parce que vous étiez séparés du papa ? Oui, on avait divorcé à ce moment-là. Et elle voulait aller voir son papa parce que son papa, elle voulait lui expliquer des choses et lui dire qu'il ne fallait pas qu'il la maintienne toujours en psychiatrie parce qu'elle ne voulait plus y rester. Donc, j'ai dit oui, mais bon, lui, il faisait pression au contraire pour qu'elle soit toujours hospitalisée. Est-ce qu'il a compris un peu tout ce qui se passait, votre mari ? Parce que j'ai l'impression que... Il a compris au bout de 4 ans et demi, quand il est arrivé, parce que au bout de 4 ans et demi de cet acharnement thérapeutique, parce que ça a été un acharnement thérapeutique, moi j'ai vu cette jeune fille qui était si jolie, je l'ai vue transformée en légume. Elle avait pris jusqu'à plus de 30-35 kilos. Elle était défigurée. Et tout à la fin, elle a été envoyée parce que le médecin là, dans cet établissement, elle s'est échappée donc dans le Cantal pour aller rejoindre son père. Elle s'est
En pleine nuit, personne ne s'est rendu compte. Comme elle était partie sans affaire, rien du tout, elle est tombée sur la police, cherchant son père qui venait de déménager. Alors, dans le sud de la France, je lui avais dit, ne va pas, mais elle m'a dit, si je veux y aller là où il hébergeait dans le département d'à côté. De temps en temps, elle y était allée. Eh bien, bien sûr qu'elle pouvait pas le trouver puisqu'il avait déménagé. Sauf qu'elle est tombée sur une patrouille de police qui, voyant cette jeune fille à minuit, elle s'était échappée de l'hôpital, donc de l'hôpital de jour de la ville proche de où j'habite. Voyant cette jeune fille sans veste, en pleine nuit, sans sac, sans rien du tout, bien sûr, ils l'ont arrêtée. Et ils lui ont dit, mais sur le coup, ils ont cru qu'elle a dit, je vais retrouver mon père, mais elle leur a très bien parlé. Sauf qu'elle a trop parlé, parce qu'après, elle leur a dit, oh, mais comment ça se fait? Vous allez voir votre père en pleine nuit? Et oui, puis finalement, elle a fini par avouer la chose, qu'elle s'était sauvée de l'hôpital psychiatrique et qu'elle voulait aller parler à son père qui la comprenait pas. Alors, eux, ils ont essayé de m'appeler, sauf qu'ils m'ont appelé sur mon lieu de travail en pleine nuit, ça n'a pas répondu, bien évidemment, hein. Eh ben, moi, j'ai pas su que ma fille était à Aurillac. Comme ils savaient pas, ils ont dit, ah, mais on peut pas vous laisser dans la rue comme ça, puisque vous sortez d'un établissement psychiatrique, on vous ramène à l'hôpital psychiatrique, de la ville du Cantal. Elle s'est retrouvée hospitalisée en pleine nuit là-bas, elle s'est débattue, elle a crié, elle a fait une vie pas possible, Bon, mais elle devait être dans un état totalement second, Hélène. De toute façon, elle était. Si vous dites qu'elle était surmédicamentée, de toute façon, c'était. Ah oui, elle était. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Hélène, et on va continuer à vous écouter, mais surtout après à évoquer vous. Ce que ça a eu comme impact sur votre vie, hein, et sur celle du papa, parce que vous avez évoqué que vous travaillez beaucoup, et j'aimerais creuser un petit peu plus ça avec vous. On se retrouve tout de suite. Ah oui, dans le quotidien. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 23h28 sur Europe 1. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore jusqu'à 1h du matin ensemble, chers amis, donc vous pouvez composer le 3921 et Florian et Natacha vous attendent en régie et peut-être aurons-nous le plaisir de discuter ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, nous écoutons Hélène qui évoque le départ de ses 3 enfants. Et notamment, Hélène, on parlait de cette dernière, la petite dernière, hein, qui, à ses 22 ans, s'est mise à avoir des bouffées délirantes, qui avait pris 30 kilos, qui était surmédicamentée. Et puis, elle est partie, elle aussi. Dans quelles conditions est-elle partie ? Alors, donc, le dernier établissement où elle a été envoyée, donc, ça a été un établissement proche du Puy-de-Dôme. Et à ce moment-là, là, elle a été complètement défigurée. On la reconnaissait plus. Et moi, j'ai tenté j'ai tenté avec autorisation, bien sûr, des psychiatres, des sorties à l'essai, comme on dit, vous savez, où ils peuvent sortir un samedi, un dimanche pour revenir dans la famille, mais c'était complètement ingérable. Et je peux vous dire, si ma fille aujourd'hui est décédée, j'ai eu de la chance, moi, de ne pas être carrément démolie par elle, parce qu'il y avait une telle violence. J'étais toujours la maman indigne qui l'a ramenée, évidemment, en hôpital psychiatrique, hein, quand il fallait y rentrer, mais elle était dans un état, et alors j'ai même été obligée de prendre mon voisin en tant que garde du corps qui m'a protégée. Il est même venu dormir à la maison parce qu'elle était devenue dans une telle hyperactivité, elle montait. On avait compté qu'elle était montée, descendue plus de 40 fois en une nuit de sa chambre en bas. On était obligés. Voilà comment on vit quand on a des enfants sous ces traitements c'est des médicaments très très forts qui sont très difficiles à doser, qui ne savent même pas doser d'ailleurs, parce que c'est des traitements qui ont été renouvelés, qu'on lui a redonné 2 ans après elle les avait eu 2 ans avant, ils avaient fait qu'on effet, mais on les redonne, puis on les redose autrement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, cette violence, elle se tapait la tête contre les murs, mais j'ai jamais vu une chose pareille parce qu'elle tenait pas en place, et on était obligé même de bloquer
l'accès à la cuisine parce qu'elle vidait le frigo, elle mangeait tout ce qu'elle trouvait. C'était impossible. Un jour, elle a failli tuer le chat aussi. Enfin, c'était l'horreur. Et ben finalement, dans ses sorties à l'essai, je pouvais même pas la garder 2 jours. J'étais obligée de la ramener le lendemain. Quand mon voisin, il nous accompagnait, je pouvais même pas la ramener toute seule à l'établissement. J'étais obligée de monter derrière et elle montait devant. Si elle avait été derrière, elle m'aurait assommée dans la voiture parce qu'elle pouvait plus supporter qu'on la ramène comme ça. Donc du coup, en fait, Hélène, parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu parce qu'il y a du monde derrière vous. Comment et donc, elle a fini sa vie le 8 juin 2004. La dernière sortie à l'essai qu'elle a fait, elle m'a prévenue. Elle m'a dit, tu sais maman, tu me ramènes là-haut, il va se passer un grand malheur. J'ai dit, non, on va encore parler au médecin, il va réaménager ton traitement, on va t'aider. Non. Le mardi matin, on m'a appelé, on avait trouvé ma fille morte sur son lit. Il y a eu ordre d'être autopsié par le procureur de la République, parce que c'est pas normal qu'un enfant à 22 ans décède comme ça dans un hôpital. Ouais. C'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 2004. 2004. Et elle avait commencé à avoir ses angoisses l'année du bac, c'est-à-dire qu'elle avait 17 ans à peu près, et ça a duré 4 ans et demi. Enfin, en 2004, ça n'est pas si loin que ça, et vous avez raison de souligner que ça n'est absolument pas normal. Oui, mais enfin, 2004, et quand, bien sûr, quand elle a été autopsiée, quand elle est revenue de l'autopsie et que son papa est arrivé, la première des choses qu'il a dites, il m'a dit, je comprends maintenant que j'ai été abusée par les psychiatres. Mais j'ai dit, c'est trop tard maintenant. Il était peut-être temps de se réveiller avant. L'impact que tout cela a eu sur vous, je pense qu'il a été conséquent. Comment est-ce que vous vous êtes sortie de tout ça ? Ça a été conséquent parce que j'ai réagi plutôt très vite. Parce que, vous savez, tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort, de ce qu'on dit. Parce que j'ai dit, si je me laisse abattre complètement, c'est foutu, quoi. J'ai plus rien à faire. Plus de raison de vivre. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, de toute façon, il y avait tellement d'abus, tellement de traitements mortifères, il y a eu tellement de choses que je me suis tournée vers des associations de victimes d'accidents médicaux. Et là, c'est parti dans une procédure qui a duré 14 ans. Alors, c'est parti dans tous les tribunaux, ça a été sur la Corrèze, ça a été sur Aurillac, ça a été... c'est parti à la Cour, c'est même parti à Bordeaux, c'est reparti au Conseil d'État, etc., etc. Eh bien, il a fallu quand même 14 ans pour reconnaître la faute grave des psychiatres et pour reconnaître que ma fille était pharmaco-résistante et qu'aucun médicament ne pouvait avoir un impact sur ses mal-être, parce que ce mal-être en elle, il était dû à certaines causes qu'il fallait examiner, mais que c'était pas de la bourrée de neuroleptiques qu'on pouvait la soigner. Bon, mais il a fallu 14 ans. Bon, après, j'ai dit à l'avocate, c'était une avocate spécialisée parce qu'elle connaît très bien, elle fait la formation, cette avocate d'avocat, justement, sur le droit médical, etc., etc. Elle avait fait elle-même sa thèse en psychiatrie, cette avocate. Donc, ça vous a permis de vous maintenir dans la vie, ça, déjà Oui, ça m'a permis de faire reconnaître au moins que ma fille, qui voulait apprendre tant de choses aux autres par sa maladie, elle avait fini par ouvrir les yeux à beaucoup d'autres. Voilà, parce que tout le monde est tombé de haut, à commencer par son père. Voilà, malheureusement, on n'avait plus personne, on n'avait plus d'enfants. Alors, moi, entre-temps, j'avais noué une relation avec quelqu'un, mais ce quelqu'un-là était très gentil, sauf que quand ma fille a pété les plombs l'année du français du bac, ça lui a fait un peu peur, ses angoisses, et je pense que c'est ce qui l'a un peu éloignée. D'accord. Mais moi, j'ai continué à supporter mes enfants toute seule, à les aider, j'ai continué de travailler. Et quand j'ai perdu ma 3e fille, j'ai continué de travailler. Vous savez, quand on perd un enfant, faut pas s'arrêter dans ses activités quotidiennes. J'ai fait comme Patrick Sébastien le jour où il a perdu son enfant, dans un accident de moto. Et il est monté sur les planches le soir même. Et il a continué la route comme ça. D'ailleurs, il a souvent dit comment il avait continué.
moi, j'ai continué. Je me suis pas enfermée. J'ai continué mes relations avec les gens. Et c'est vrai que aussi pour les parents qui perdent des enfants, il est important de pouvoir aller se recueillir aussi sur leur tombe. Parfois, j'y vais, on leur parle. Voilà, c'est important ça aussi. Et puis aussi, je me suis tournée, comme j'étais déjà dans un milieu alternatif, de médecine alternative, je me suis tournée vers toutes ces méthodes alternatives qui m'ont beaucoup aidée. Parce que moi, plutôt que de prendre des anxiolytiques, comme m'ont conseillé certains médecins, déjà pour la première et pour la deuxième, enfin, avec ce que vous avez vécu avec votre fille, je suppose que vous n'aviez pas vraiment envie de prendre à nouveau, vous, des médicaments. Ben non, parce que je pensais que j'aurais pas tenu plus longtemps, parce que j'aurais baissé les bras aussi, parce qu'on perd de l'énergie malgré tout. Hein. Peut-être que ça nous change un peu notre cerveau, mais bon, ça nous donne un espoir, mais bon, on perd en énergie. Vous vous êtes tourné vers la spiritualité ? Voilà aussi, je travaillais avec un naturopathe déjà depuis 15 ans, donc je me suis tournée aussi vers les bouddhistes, vers tout ce qui peut apaiser aussi l'âme. J'ai fait tout un cheminement parce que vous voyez, dans ces milieux-là, vous allez aussi pour des week-ends, j'y suis pas allée beaucoup, mais je suis allée, par exemple, ils font par exemple certains week-ends perte d'un proche. Ça vous aide à voir les choses autrement, que la vie ne va pas s'arrêter pour autant, qu'on peut quand même continuer, que peut-être ces malheurs qu'on a eus, ils sont là pour nous ouvrir les yeux et ça nous interpelle sur d'où on vient, où on va. Sur la dimension de la vie et finalement de notre place dans l'univers. Et en fait, ça nous ramène à quelque chose de plus petit dans cet immense univers, et que finalement, comme vous dites, ces épreuves, elles peuvent vouloir dire quelque chose, que ça peut s'inscrire dans un grand tout, en fait. Oui, si elles nous arrivent, je crois que elles nous aident à grandir aussi, quelque part. Et c'est vrai que j'ai continué d'aider les autres, j'ai continué d'aller vers les autres, je ne me suis pas arrêtée dans mes activités. Donc, alors la sophrologie aussi, c'est quelque chose qui est bien ça vous aide aussi à tenir le coup, ça vous apaise, la méditation. Et puis maintenant, c'est vrai, même dans les médias, on voit tous ces gens comme Mathieu Ricard, comme Boris Cyrulnik, qui vous parlent de la résilience, etc., etc., etc. Et ces épreuves-là, en fait, elles vous font grandir. Mais le deuil, on ne le fait jamais. Il sera jamais fini, le deuil. Je sens toujours la perte de mes enfants. Aujourd'hui, je me retrouve seule, pas seule parce que j'ai des amis, parce que j'ai beaucoup d'activités. Je vis dans la campagne, je ne suis pas enfermée. Je suis entourée d'une mini-animalerie, je fais plein de choses, je suis indépendante et je ne me drogue pas. Même à mon âge, je ne prends pas de médicaments. Je me soigne par des plantes. Bon, je suis bien informée, j'aide encore les autres, j'ai plein de gens qui m'appellent, même parfois, des anciens. Et c'est vrai que plutôt que de prendre la première pilule qui vous vient, vous pouvez trouver d'autres solutions. Mais parce que moi, ça m'évite d'avoir des effets secondaires. Hein. Ah oui? Voilà, donc vous n'avez pas les effets secondaires quand vous prenez des plantes, quand vous prenez des compléments alimentaires. Moi, j'en prends presque tout au long de l'année. Bon, je sais les sélectionner en plus. Bon, j'ai fait tout un cheminement là-dedans. Mais c'est très important de le savoir. Et il faut aller s'informer là-dessus. Maintenant, les médias, ils vous informent énormément. Vous avez des conférences que vous pouvez voir toutes à longueur de journée. Cet après-midi, voilà. Et comme il pleut beaucoup, j'ai eu envie d'aller faire un tour aux champignons. Tout en marchant dans les bois, j'ai écouté toute une conférence de Jean-Pierre Willem, par exemple. Du haut de vos 74 ans, aujourd'hui, il vous arrive de vous dire que si on vous avait prédit toutes ces épreuves, tous ces malheurs, est-ce que vous vous seriez senti capable de les surmonter comme vous les avez surmontés aujourd'hui ? Non, je pense que j'avais quand même, j'étais bien préparée là avec tout ce que j'ai appris pendant 20 ans. Ça m'a énormément aidée. Et c'est vrai que les gens sont étonnés de voir encore que je réagis, que bien sûr que le deuil... Que vous êtes là, oui. Je redis, le deuil, on le fait jamais totalement.
Mais avec le temps, et on n'oublie pas, vous voyez, j'ai encore pas oublié tout ce que ma fille a vécu. Parce que là, je ne vous ai pas donné beaucoup de détails, mais il y a des choses encore auxquelles je pense, etc., etc. Bon, moi, j'ai écrit tout ça sur papier, bien évidemment, mais je pense qu'il faut pas s'enfermer déjà. Oui. Il ne faut pas s'enfermer. Ne pas oublier. D'abord, quand vous allez vous plaindre aux gens, si vous allez vous mettre à pleurer tout le temps, moi j'ai pleuré pourtant, mais si vous continuez à pleurer, si vous remettez ça sur le tapis, les gens vont s'éloigner de vous, de toute façon. Vous allez vous retrouver encore plus seul. Alors, ce qu'il faut, c'est de temps en temps, on reparle un peu de nos enfants. C'est important, comme ce soir, j'ai l'impression de défendre encore ma fille, alors qu'on l'a défendue pendant 14 ans avec une avocate vraiment très expérimentée et qui est très humaine. Et c'est vraiment que je lui tire mon chapeau parce que je lui ai dit, vous avez un courage extraordinaire, une énergie, et puis vraiment une humanité aussi. Vraiment beaucoup d'empathie, cette femme. Oui, mais elle a dû puiser beaucoup d'énergie en votre capacité aussi à résister, Hélène. Elle a dû s'inspirer. Oui, mais c'est vrai elle me dit, j'ai pris tellement à la défense de cet enfant, j'ai tellement de détails sur sa vie, comment elle a réagi elle-même, comment elle voulait sortir de là, comment elle s'est battue, elle a mené un combat. C'est une guerre qu'elle a menée contre la psychiatrie, parce qu'elle ne voulait pas y rester, elle voulait qu'on lui donne sa liberté. Et alors, je vais vous dire une chose aussi, c'est que tout au début de sa maladie de ma troisième fille, là, un psychiatre, dans le 87, là où elle était hospitalisée, m'a dit, dites dans votre famille, est-ce qu'il y a eu des cas comme votre fille? Alors, je lui ai dit, vous savez, moi je suis d'une famille de 4 enfants, j'ai 20 ans de différence avec mon frère aîné. Eh bien, mon frère aîné, il a vécu un peu ce qu'a connu ma fille, mais ça c'était dans les années 1955 à peu près. La psychiatrie n'était pas autant développée. Mes parents, alors il a pété les plombs à cause d'un chagrin d'amour. Bon, il avait plus de 20 ans, un peu plus de 20 ans. Il a pété les plombs complètement et j'ai dit ça au psychiatre. Je lui ai dit, mon frère, il a été... j'ai vu comme ma fille... Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait... Par rapport à mes parents, ils en ont souffert énormément. Ils avaient cassé plein de choses, ils leur en voulaient à mort, enfin, bref, comme s'ils y étaient pour quelque chose. Eh bien, j'ai dit, alors il m'a dit, mais comment s'en est-il sorti? Je dis tout simplement, il a tourné le dos à la famille pendant 30 ans. Il est parti et ça ne l'a pas empêché de faire une belle carrière à la Banque de France. Et c'est comme ça qu'il s'est remis, en fait. Et il n'a jamais été... Pourtant, il y a des gens qui avaient dit à mes parents, mais vous devriez le faire interner, mais vous vous rendez compte ce qu'il fait. Mon père n'a jamais voulu. Et vous voyez, et voilà, pas d'internement, pas de médicaments, et il est toujours là, il a fait une brillante carrière. Oui. Voilà. Ah oui. Merci mille fois, Hélène. Alors, évidemment, ma fille n'a pas eu cette chance-là parce qu'elle n'est pas née à la même époque. Donc, non, et puis quelque part, elle a été quand même tout de suite prise dans un autre circuit, le circuit de la psychiatrie, avec ses errements, avec ses médicaments, ses diagnostics. Mais là, c'est vrai, avec tout ce qui se passe maintenant, il va y avoir des montées de violence de plus en plus, parce que ça se génère, ça se banalise, ça, pour un oui, pour un non, hop, c'est les neuroleptiques, etc., etc. Mais tout ça, ça a une incidence sur le cerveau. On ne sait pas jusqu'où vont les comportements des gens. Il faut pas trop s'inquiéter. Il faut en parler, comme vous en avez parlé ce soir. On a eu des coups de téléphone souvent de jeunes gens qui étaient passés à un moment par ce circuit, qui ont eux aussi dénoncé ce type de méthode, mais qui on en parle quand même aujourd'hui. C'est un peu mis en lumière et il y a beaucoup de témoins aujourd'hui qui font qu'on fait plus attention à tout ça. Il y a peut-être un peu de progrès quand même de ce côté-là. Mais merci à vous, Hélène, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je voudrais bien que
que cette maman qui était désemparée, peut-être qu'elle vous écoute et qu'elle suive un peu mon cheminement à moi. Écoutez, j'espère qu'elle l'aura suivi. En tout cas, il y a toujours le podcast où elle regardera peut-être. Et puis, souhaitons-y. Et maintenant, c'est vrai que peut-être un jour, j'interviendrai pour autre chose parce que maintenant, finalement, je me retrouve seule. Et le poids de la solitude, c'est important. Et c'est ce thème que vous traitez souvent tous les soirs avec la plupart des gens, parce que c'est vraiment très difficile, parce que je vis dans un très beau milieu, enfin, etc., etc. Et c'est vrai maintenant que de partager, je peux plus partager, je peux plus être une mamie avec des petits-enfants, tout ça, ça nous est... maintenant interdit tout ça. N'hésitez pas à nous rappeler, en tout cas pour nous parler justement de cet état de solitude aussi que vous traversez aujourd'hui. Mais là, j'ai d'autres personnes derrière vous, donc je suis désolé, Hélène, je vais être obligée de laisser un peu la place pour les autres. Je vous embrasse, je vous remercie et n'hésitez pas à nous rappeler surtout, d'accord ? Bonne soirée. Bonne soirée, Hélène. Au revoir.